Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo pour terminer finalement ce chapitre d'histoire sur le modèle britannique et son influence. Et dans ce cours-ci, nous allons parler de la naissance de la République des États-Unis d'Amérique. Dans quel contexte finalement débuta cette guerre d'indépendance? Comment elle fut remportée par les insurgés des États-Unis menés par George Washington, et ensuite quelle influence ça a eu sur le reste du monde et notamment sur la France. Alors on voit sur cette peinture idéalisée une femme et des enfants, des filles, présentant le nouveau drapeau des États-Unis à George Washington et aux autres pères fondateurs. Ce drapeau, appelé aussi en anglais The Stars and Stripes, c'est-à-dire les étoiles et les rubans en quelque sorte. Parce que finalement, les rubans représentent les 13 colonies. À la base, c'était 13 colonies britanniques qui ont demandé leur indépendance et qui ont formé les États-Unis. Et là, c'était les 13 étoiles, mais qui progressivement, en fait, ont été élargies jusqu'aujourd'hui où elles regroupent les 50 États. Donc il y a 50 étoiles sur le drapeau des États-Unis. Alors, des colonies en rupture avec la métropole anglaise. Alors pourquoi cette rupture? Eh bien, dans le chapitre précédent, nous avions parlé d'un conflit, la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, qui a opposé notamment la France et la Grande-Bretagne, et qui s'est soldée par la victoire écrasante de la Grande-Bretagne, qui a récupéré une large partie de l'empire colonial français. Sauf que, pour financer cette guerre, et même après, parce que finalement pendant la guerre, la Grande-Bretagne s'est énormément endettée, et ensuite il lui a fallu lever de nouveaux impôts, de nouvelles taxes pour rembourser ces dettes-là, et bien du coup la Grande-Bretagne a dû voter de nouvelles taxes. Et notamment des taxes touchant le thé, le sucre, alors ils appelaient ça les timbres, d'où du nom de stamp, timbre en anglais, mais en fait c'est les actes administratifs, mais aussi la presse, etc. Donc des produits coloniaux au sucre, thé, et puis des produits touchant à la liberté d'expression. Et ça, c'est le Parlement anglais qui le décide. Le problème, c'est que dans ce Parlement anglais, il n'y a aucun représentant des colonies. Et donc, du coup, finalement, les colons qui vivent en Amérique vivent très mal l'idée qu'on leur impose de nouvelles taxes sans qu'ils aient de représentants pour donner leur avis. Un de leurs slogans, c'était No taxation without representation, qui signifie pas de taxes sans représentants. Et vous voyez ici, sur cette colonie, finalement, que elle est géniale. Elle est géniale. Parce que finalement, ils le vivent très très mal. Pourquoi? Parce que le Stamp Act, c'est-à-dire donc cette loi sur les actes notariés, on voit que déjà elle a été placardée à l'envers. Regardez. Et elle a été placardée sur un arbre appelé l'arbre de la liberté. Et ici, alors on ne sait pas si c'est un Britannique ou un loyaliste, c'est-à-dire un loyaliste, c'est quelqu'un qui veut rester loyal parmi les colons à la Grande-Bretagne. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce pauvre personnage subit le supplice du goudron et des plumes. Si, ça a vraiment existé, hein, c'est pas que dans Lucky Luke ou dans les films western. C'est-à-dire le supplice du goudron et des plumes, c'est finalement on recouvre de goudron et on vous jette des plumes dessus. c'est une forme de bizutage. Bon, moi ça me fait rire, mais après, bon, personnellement, je pense que ça doit être un petit peu humiliant pour la personne qui subit ça. Hein. Mais non seulement, du coup, on lui fait subir cette humiliation, et en plus, on le force à boire du thé. Pourquoi le thé? Eh bien parce que justement, c'est un produit qui a été particulièrement taxé par les Britanniques, et donc c'est un produit que les colons vont boycotter. Le boycott, c'est quand vous refusez d'acheter un produit pour ne pas soutenir le pays ou l'entreprise qui le fait. Par exemple, le fait de boycotter Coca-Cola si vous estimez que c'est une entreprise qui fait du mal à l'environnement ou aux populations qu'elle exploite aux quatre coins du monde. Et derrière, hein, vous voyez aussi qu'il semble y avoir des colons là, qui jettent à la mer des choses. Alors là, il semble du liquide, peut-être du thé. En tout cas, moi, ça me fait penser à un événement
que l'on va voir juste après. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les colons réagissent violemment à ces nouvelles taxes. Il faut savoir que jusque-là, les colonies d'Amérique du Nord finalement ont un statut de semi-autonomie qui s'appelle chez les Britanniques the self-government. Self, c'est par soi-même. Et en gros, c'est un système politique dans lequel les colonies ont des institutions qui sont calquées sur celles de la métropole, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles bénéficient d'un parlement, d'un gouverneur, mais que pour les affaires militaires ou commerciales, là, c'est la métropole qui décide à leur place. Ils peuvent s'occuper de leurs affaires internes, mais voilà, c'est pas, on ne peut pas dire qu'elles sont véritablement autonomes, ni même encore moins indépendantes. Donc, finalement, ce thé qui est taxé, il va même déboucher sur un événement que personnellement, moi je trouve ça assez drôle. Ça a lieu à Boston. Donc Boston, c'est une ville juste au nord de New York, donc on est sur la côte atlantique. De toute façon, la côte pacifique des États-Unis à cette époque-là n'a pas encore été colonisée par les États-Unis. Donc ces colonies des États-Unis, en fait, ce sont uniquement les colonies qui sont sur la façade atlantique. Je vous montrerai tout à l'heure. Et finalement, à Boston, il y a donc des colons qui se déguisent en indiens. Ce ne sont pas des indiens, ce sont des colons déguisés et qui s'emparent de force des navires de commerce de la Compagnie anglaise des Indes et qui jettent le thé à la mer, sous les vivas de la foule très, très heureuse d'assister à ça. D'ailleurs, ça c'est une scène que vous pouvez jouer dans le Assassin's Creed 3 qui traite justement de cette période-là. Donc, on le voit, les choses sont tendues, mais elles le sont avant tout sur des critères économiques. Et souvent d'ailleurs, c'est l'élément déclencheur des révolutions. C'est-à-dire que l'on prenne finalement la révolution américaine, la révolution française ou les révolutions russes, eh bien à la base il y a un problème économique sur lequel s'ajoute à la fin un problème politique. Mais la base du problème, elle est très 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 souvent dans ces révolutions économiques. Alors, ça va finalement jusqu'à ce que les États-Unis, menés par George Washington, qui à la base est juste un capitaine dans l'armée coloniale britannique, mais qui va devenir finalement le chef de guerre des indépendantistes, et puis à la suite le premier président des États-Unis, eh bien ce George Washington va mener le combat contre les Britanniques. Alors l'élément déclencheur, c'est la déclaration d'indépendance. Le 4 juillet 1771, le Congrès américain, donc celui qui est chargé finalement de régler uniquement les affaires locales, eh bien, il vote à l'unanimité la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et c'est pour cette raison que cette date du 4 juillet, aujourd'hui encore, est la fête nationale aux États-Unis, qui s'appelle The D-Day, où il y a des feux d'artifice, des défilés. Voilà, ça ressemble vraiment beaucoup au 14 juillet français. Sauf qu'il n'y a pas de défilé de l'armée, et ça, M. Trump en est très très jaloux, semble-t-il. Bon, quoi qu'il en soit, certes, le 4 juillet 1776, les États-Unis déclarent leur indépendance, mais la Grande-Bretagne ne l'entend pas de cette oreille. Donc, eux, ils déclarent leur indépendance, mais la Grande-Bretagne envoie des troupes et ne tolère pas cela, et s'ensuit donc une guerre d'indépendance entre les insurgés menés par Washington, qui veulent l'indépendance, et les Britanniques, soutenus par quelques colons loyalistes qui veulent rester finalement fidèles à la couronne britannique. Alors regardez un extrait finalement de cette déclaration d'indépendance qui est très marquée finalement par l'esprit des Lumières. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits,
et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Là, c'est très fort, ce texte est très fort. Hein. On y insiste sur la liberté, sur l'égalité, sur le fait que tout individu dispose de droits qu'on ne saurait lui retirer, et que la légitimité du gouvernement, c'est le consentement, c'est-à-dire l'accord des personnes qui sont gouvernées, donc des citoyens, du peuple. Donc là, on retrouve énormément d'idéaux portés par les Lumières, qu'il s'agisse des penseurs de l'Enlightenment britannique, ou aussi des Lumières françaises, puisqu'on va voir que notamment Montesquieu a eu une grande influence sur la naissance de la République des États-Unis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces insurgés, ils vont vite recevoir du soutien. Et du soutien de la France. Alors pourquoi la France est allée s'immiscer dans cette histoire-là? Eh bien, n'oubliez pas que la France a très mal vécu sa défaite lors de la guerre de 7 ans qui s'est terminée uniquement en 1763. Donc seulement 13 ans avant le début de la guerre d'indépendance. Et donc du coup, la raison elle est très simple, la France souhaite se venger. Alors, son intervention se fait en 2 temps. C'est-à-dire que de 1776 à 1778, ce sont les 2 premières années de guerre, et très franchement, les insurgés s'en sortent très mal. On finit par penser que les Britanniques vont remporter cette guerre et que l'ordre sera rétabli. Donc du coup, la France ne veut pas trop s'engager, et en fait, elle soutient juste de façon discrète et un peu indirecte les insurgés, notamment en leur fournissant des armes. Et c'est là qu'intervient un auteur que vous avez peut-être vu en français, Beaumarchais, connu par exemple pour avoir écrit Les Noces de Figaro, une pièce de théâtre assez fabuleuse. Eh bien, Beaumarchais, avant de se lancer dans le théâtre, il faisait du trafic d'armes. Mais il faisait du trafic d'armes avec le soutien du roi de France, qui était bien content finalement que ces armes aillent aux insurgés qui combattaient les Britanniques. Et c'est assez marrant finalement, parce que Beaumarchais n'est pas le seul grand auteur français qui s'est illustré dans le trafic d'armes. Arthur Rimbaud, à la fin de sa vie, s'est aussi lancé dans le trafic d'armes. Donc à croire qu'entre la littérature et le trafic d'armes, il y a une passerelle. Alors regardez ce texte, c'est très explicite. Messieurs, je crois devoir vous annoncer que le vaisseau l'Amphitrie partira au premier bon vent pour le premier port des États-Unis qu'il pourra atteindre. L'idée, c'est on ravitaille le premier endroit le plus accessible, voilà. Mais ce qui est clair, c'est que la destination, c'est les États-Unis. La cargaison de ce vaisseau qui vous est destiné consiste en 4000 fusils, 80 barils de poudre, 8000 paires de souliers, 3000 couvertures de laine, plus quelques officiers de génie et d'artillerie, dont un baron allemand. Je crois que vous pourrez en faire un général. Donc on fournit du matériel de guerre, du matériel aussi pour tenir des campagnes militaires longues, les souliers, les couvertures de laine. Il faut savoir que les premiers combats qui ont lieu pendant l'hiver, ce sont désastreux pour une partie des insurgés qui meurent de froid. Donc faire une campagne, c'est pas uniquement avoir des armes, c'est aussi avoir de l'équipement qui vous permet de ne pas mourir de froid et de marcher. Et en plus, des officiers, c'est-à-dire des gens capables de former cette armée qui à la base est composée de simples volontaires. On les appelle les Minutemen, c'est-à-dire des gens qui s'engagent en l'espace d'une minute, mais ils n'ont pas de formation militaire. Donc on le voit, les Français vont aider finalement ces insurgés. Pendant 2 ans, on va le faire de façon discrète, et en 1778, c'est Lafayette qui part avec des troupes qui lèvent son propre navire. Au début, le roi de France y est opposé. Et puis finalement, le roi de France va soutenir Lafayette, va envoyer des troupes. Si bien que là, vous voyez, on est en 1781, on n'est pas loin de la fin de la bataille. On a la reddition des troupes anglaises, on les reconnaît avec leurs habits rouges et au fait qu'elles font la tête. Normal, elles ont perdu. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est de noter là le drapeau qui deviendra le drapeau des États-Unis, donc le drapeau des insurgés. Et là, le drapeau blanc, qui est le drapeau de la monarchie française. Le blanc, c'est la couleur de la monarchie en France. Et donc en 1783, la guerre est terminée et la signature du traité se fait justement à Paris, une façon de saluer la France qui s'est engagée aux côtés des États-Unis et qui explique quand même le lien fort entre nos 2 nations. C'est-à-dire que le monument emblématique des États-Unis, c'est la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, c'est la France qui leur a offerte.
Donc on a quand même si cela n'empêche pas parfois nos gouvernements d'être en tension, et c'est le cas actuellement, mais malgré ça, il y a quand même une proximité assez forte entre la France et les États-Unis. Alors ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est qu'elle est inachevée. Alors vous allez me dire, tiens, est-ce qu'ils font comme Léonard de Vinci, puisque je vous avais dit dans le cours sur la Renaissance que Léonard de Vinci n'achevait quasiment jamais ses peintures. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, là, nous avons les représentants de la France et des États-Unis, mais que les ambassadeurs et ceux qui devaient signer pour le Royaume-Uni ont refusé de poser. Et ils ont signé le papier, ils sont repartis aussitôt, ils n'ont pas voulu poser pour le peintre, et donc du coup, le peintre n'a pas pu achever sa peinture. Donc ça illustre quand même le fait que les Britanniques ont très mal vécu cette défaite et le rôle que la France y a joué. Et à partir de là, de toute façon, c'est vraiment la Grande-Bretagne qui sera l'adversaire redoutable de Napoléon à la suite, mais ça, vous le verrez l'année prochaine. Alors, donc, 1783, les États-Unis sont indépendants. Il faut maintenant qu'ils se dotent d'un système politique. Et ils vont opter pour une république. Donc, à cette époque-là, c'est extrêmement rare. Hein. Le terme de république n'est presque pas employé, il y en a très peu, et ce sont des petites républiques. Les deux modèles politiques qui existent sont plutôt soit la monarchie parlementaire comme en Grande-Bretagne, soit la monarchie absolue comme en France. Mais la République, à la fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose de très étonnant. Néanmoins, regardez la suite du titre, cette République, nous allons le voir, elle est profondément inégalitaire, et faisons attention à ne pas trop idéaliser ce modèle politique, tout comme dans le cours précédent, je vous ai dit qu'il ne fallait pas idéaliser la monarchie parlementaire britannique, où seulement finalement 5% de la population avait le droit de vote. Alors, ce qui marque généralement la naissance d'une république, et c'est pareil en France, c'est la rédaction d'une constitution. La Constitution, c'est le texte de loi fondateur, rien ne peut s'y opposer, c'est vraiment le texte le plus important, et c'est lui qui fonde la République. Et en France, nous avons eu 5 constitutions différentes, ce qui fait que nous parlons pour notre régime politique de la 5e République. Aux États-Unis, c'est assez étonnant, mais ils n'ont pas touché à leur constitution. Ils ont fait quelques amendements, c'est-à-dire quelques ajouts, mais leur constitution est restée identique, si ce n'est qu'il n'y a pas de première, deuxième ou troisième République aux États-Unis. Et d'ailleurs, la constitution des États-Unis est le texte et la constitution la plus ancienne encore en vigueur à ce jour. Hein, donc ça c'est pour la petite anecdote. Alors, cette constitution, là vous l'avez ici en anglais, mais je vous propose d'aller directement vers la traduction française. Cette constitution, on va voir qu'elle s'inspire des philosophes britanniques et français, et que notamment elle va valider une idée très importante pour Montesquieu, qui est la séparation des pouvoirs. Pour Montesquieu, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui exécute la loi, le pouvoir législatif, qui fait les lois, et le pouvoir judiciaire, qui juge en fonction des lois. Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'en France, nous, on a une conception où on pense que c'est le pouvoir exécutif qui prime. Ce n'était pas le cas à cette époque-là, et d'ailleurs ce n'est pas le cas aux États-Unis ni au Royaume-Uni, qui accordent quand même plus de place au pouvoir législatif, c'est-à-dire au pouvoir de faire des lois. Et ce qui le montre là, c'est que l'article 1 parle du pouvoir législatif. Et le pouvoir exécutif ne vient qu'en deuxième dans l'article 2. Alors, on va lire un petit peu cette constitution pour voir de quoi il en retourne. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par « nous, peuple des États-Unis ». Donc la légitimité, elle vient du peuple. C'est important. Après, il va falloir s'établir sur ce qu'ils entendent par peuple. Et quoi qu'il en soit, le mot peuple est déjà mis. Deuxième mot. We the people. En anglais. We the people of the United States. Mais je vous rassure, on repasse au français. Donc, nous, peuple des États-Unis, en vue de former une union plus parfaite. Alors pourquoi une union? Eh bien, les États-Unis sont un État fédéral. C'est-à-dire que ces 13 États sont des États à part entière, mais ils se sont regroupés au sein d'un organisme qui sont les États-Unis. Mais donc c'est une union entre États qui ont quand même une grande liberté les uns par rapport aux autres. Ils peuvent, par exemple, avoir un système de suffrage différent. Il y a notamment un État, c'est le New Jersey, qui va accorder le droit de vote aux femmes. Bon, hélas, il ne va le faire que pendant une trentaine d'années, et puis ensuite elles vont perdre leur droit de vote. Mais voilà, il y a un État sur les 13 où les femmes vont se voir accorder le droit de vote. Donc,
en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Article 1. Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des États-Unis. Le Congrès des États-Unis, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui, attention, je dis bien aujourd'hui en France, le Parlement. Mais ce n'est pas l'équivalent des parlements d'Ancien Régime, qui étaient surtout des cours de justice. Non, le Parlement aujourd'hui en France, c'est ce qui regroupe l'Assemblée nationale et le Sénat. Eh bien, eux, ils ont la même chose, c'est-à-dire un Congrès qui regroupe un Sénat et une Chambre des représentants qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale. Et ce qui est intéressant dans l'article 1, il précise « Aucun titre de noblesse ne sera conféré par les États-Unis ». Là, on a une rupture, finalement, avec ce modèle britannique, où dans leur parlement, il y a la Chambre des communes et la Chambre des lords, où ne peuvent siéger que des nobles. Eh bien, aux États-Unis, de toute façon, ils ne reconnaissent pas la noblesse. Donc là aussi, grande nouveauté. Article 2. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des États-Unis d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de 4 ans et sera, ainsi que le vice-président, choisi pour la même durée et élu. Avant d'entrer en fonction, le président prêtera serment ou prononcera l'affirmation qui suit « Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans toute la mesure de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. » Article 3. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera conféré à une Cour suprême et à toute cour inférieure. Donc on voit bien que ces trois pouvoirs sont séparés, ce n'est pas la même organisation ni la même personne qui les possède, et donc en ce sens-là, on est vraiment à l'opposé de la monarchie absolue. Et donc si on veut récapituler, le pouvoir législatif, c'est le Congrès, le pouvoir exécutif, c'est le président, le pouvoir judiciaire, c'est la Cour suprême. C'est ce que vous voyez finalement ici, avec chaque pouvoir qui a quand même une capacité de contrôle sur un autre. C'est-à-dire que le pouvoir judiciaire est nommé par le président, mais après, du coup, il peut contrôler ce que fait le Sénat. Le président peut utiliser son veto contre une décision du Sénat, mais le Congrès peut prononcer l'impeachment pour renverser le président. Par exemple, M. Trump a été mis en posture d'impeachment par la Chambre des représentants, qui était menée par le parti politique adverse, c'est-à-dire les démocrates. Mais comme de toute façon il avait la majorité au Sénat, le Sénat a refusé de voter l'impeachment. Mais si le Sénat était du même bord politique que la Chambre des représentants, il est probable que le mandat de Donald Trump se soit arrêté et qu'il ait été destitué. Donc ça montre que quand même il y a une capacité pour le Congrès de renverser le président. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, le président il est intouchable. L'Assemblée nationale peut renverser le Premier ministre, le gouvernement, mais le président, il est intouchable. Et aussi ce système, finalement, d'une élection au suffrage indirect pour le président, puisque finalement les électeurs élisent des grands électeurs qui ensuite, eux, élisent le président. Ce qui donne des situations un peu particulières, parce que finalement, Hillary Clinton, en termes de voix, avait obtenu plus de voix que Donald Trump. Mais elle avait moins de grands électeurs. Donc en ce sens-là, c'est un système qui n'est pas très représentatif. Et certains États ont plus de poids politique parce qu'ils ont plus de grands électeurs, alors que finalement, ils ont moins de population. Enfin, il y a un système qui n'est pas clair. Puis il y a un système où si vous avez la majorité dans un État, si vous faites 51% des voix, vous obtenez les voix de tous les grands électeurs de cet État. Alors qu'il y en a d'autres qui font la proportionnelle. Bref, vous voyez là, à travers ces anecdotes-là, que le système politique des États-Unis, il a été pensé à l'échelle des États-Unis, mais après chaque État fixe un petit peu ses propres règles, et ça c'est lié au fait que c'est un État fédéral, et donc du coup les États comme la Californie ou le Nevada sont libres d'adapter un petit peu ces règles, ce qui ne serait pas le cas en France. En France, au contraire, on a un État très centralisé, et l'État verrait mal que la région Occitanie ait son propre système de vote, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a deux cultures politiques très différentes. Et la Révolution française a énormément travaillé dans le fait de centraliser la gestion du pouvoir en France. Donc voilà pour ce schéma. Cependant, ça reste quand même une démocratie qui a des limites.
Elle a des limites, pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que George Washington, on n'en parle pas trop, mais il est originaire de Virginie, l'État de Virginie, qui est un État esclavagiste, et lui-même a des esclaves. Lui-même a des esclaves dans sa plantation, Thomas Jefferson aussi d'ailleurs. Et alors, dans la première trace, dans l'écrit préparatoire de la Déclaration d'indépendance, il était noté l'abolition de l'esclavage. Hélas, dans la version finale, ce passage-là a disparu. Et donc du coup, cet État, cette République des États-Unis, mais c'est une république qui est esclavagiste et qui va l'être pendant très longtemps. C'est-à-dire, ce n'est qu'après la guerre de sécession en 1865 que l'esclavage est aboli dans l'ensemble des États-Unis. Et malgré l'abolition de l'esclavage, et encore aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des discriminations que subissent les Afro-Américains qui sont scandaleuses. Donc voilà, il y a déjà un premier problème qui est au niveau de l'aspect raciste de cette République. Vous voyez qu'il y a ici finalement le pourcentage d'esclaves aux États-Unis qui est autour, au moment de l'indépendance, de 20%. Donc un habitant sur 5 des États-Unis est un esclave, avec une différence très notable entre les États du Sud, où la part d'esclaves est très très forte, et où même elle continue à augmenter, et les États du Nord, où il n'y a quasiment pas d'esclaves. Et d'ailleurs, dans la majorité des États du Nord, l'esclavage est aboli. Et c'est notamment ça qui est à l'origine de la guerre de sécession. L'unique guerre civile dans l'histoire des États-Unis, c'est entre 1861 et 1865, mais qui a traumatisé les États-Unis parce que là, il y a une guerre en fait entre les États du Nord et les États du Sud. C'est finalement les États du Nord qui ont remporté la guerre, les États du coup qui étaient pour l'abolition de l'esclavage. Mais voilà, ce conflit-là a profondément marqué les États-Unis. Donc premier problème, l'esclavage. Alors regardez, là on a un texte de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, il fait partie de ce qu'on appelle finalement les pères fondateurs des États-Unis. Il y a George Washington, mais il y a aussi Jefferson, il y a aussi Benjamin Franklin. Enfin voilà, il y a un certain nombre de figures qui ont joué un grand rôle, soit dans l'écriture de la Déclaration d'indépendance, soit dans l'écriture de la Constitution, soit en s'engageant militairement. Mais bref, ils sont considérés encore aujourd'hui comme les pères fondateurs. Et bien vous allez voir ce que nous dit Jefferson, et c'est assez navrant. Donc, Thomas Jefferson, propriétaire d'une plantation de 200 esclaves, est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, dans laquelle il a originellement proposé l'abolition de l'esclavage. Le problème, c'est que par la suite, il va changer finalement cette petite phrase, et du coup l'esclavage va être encore maintenu pour un siècle aux États-Unis. Alors vous allez voir ce texte, j'ai presque honte de le lire, tellement c'est raciste. Mais bon, je pense que c'est important de vraiment se confronter aux mentalités de cette époque. Et Thomas Jefferson, à son époque, en plus, il n'était pas considéré comme un conservateur. Il était considéré comme quelqu'un de progressiste, sensible aux idées des Lumières, humaniste. Et bien vous allez voir ce qu'il dit des esclaves. C'est atroce. Si on compare leurs facultés de mémoire, de raison et d'imagination, il m'apparaît qu'en ce qui concerne la mémoire, ils sont l'égal des Blancs. En ce qui concerne la raison, ils sont bien inférieurs. Et je pense qu'on ne pourrait en trouver un qui soit capable de tracer et de comprendre les recherches d'Euclide. Il est sérieux là? Donc là, il dit qu'un noir a autant de mémoire qu'un blanc, mais par contre, il comprend rien à Euclide. S'il n'est pas là à l'école, forcément, s'il est dans une plantation. mais le gars, il a réussi à écrire ça, quoi. Les noirs sont inférieurs au niveau de la raison parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre Euclide. C'est clair. Mais écoute, si tes gosses, tu les mets pas à l'école et tu les fais bosser dans une plantation à partir de l'âge de 7 ans, tu vas voir que les tiens non plus, même s'ils sont blancs, ils ne comprendront pas Euclide. Bon, quoi qu'il en soit, lui, il est très fier de ce merveilleux raisonnement, qui est qu'en gros, ils sont débiles les noirs parce qu'ils sont nuls en maths, même si on leur en fait pas faire, hein, c'est à peu près ce qu'il dit. Hein. Bon, mais il continue après, il s'enfonce, regardez ça. Cette malheureuse différence de couleur, et peut-être de faculté, est un obstacle puissant à l'émancipation de ces gens. L'émancipation, c'est-à-dire le fait de leur accorder des droits. Chez les Romains, l'émancipation ne requérait qu'un seul effort. L'esclave, une fois libre, pouvait se mélanger au maître, sans en souiller le sang. Mais dans notre cas, un deuxième effort est nécessaire.
quand l'esclave sera libre, il faudra le repousser afin d'éviter tout risque de mélange. Et là on voit que Thomas Jefferson anticipe finalement ce qui va se passer à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec ce qu'on appelle la ségrégation raciale, où il y a des toilettes pour les blancs, des toilettes pour les noirs. Dans le bus, les places de devant sont des places réservées aux blancs. Et Rosa Parks, par exemple, qui est une femme noire pour l'égalité entre les noirs et les blancs aux États-Unis, elle s'est fait connaître parce qu'elle a refusé de quitter une place qui était réservée aux blancs. Et pour cela, elle a fait scandale. Mais vous voyez que dans cette vision raciste, là, ouvertement raciste, le racisme, c'est à partir du moment où vous pensez qu'il y a plusieurs races et qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Bon, mais là, on est clairement dans une pensée raciste. Elle est à l'origine, à la fondation des États-Unis. Elle est extrêmement liée à leur histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le changer, mais ça veut dire que l'histoire des États-Unis, sur de nombreux siècles, a été marquée par ça. Dans un premier temps par l'esclavage, et dans un deuxième temps par la ségrégation et l'inégalité au niveau des droits entre les Noirs et les Blancs. Bon, alors, j'ai un petit peu creusé finalement cette question de l'esclavage, mais ce ne sont pas les seuls exclus. Les femmes, à part, je vous avais dit, dans l'État du New Jersey, mais sinon les femmes sont privées du droit de vote, alors que certaines d'entre elles s'étaient engagées militairement dans la guerre d'indépendance. Les pauvres, il faut avoir un certain niveau de revenu pour pouvoir voter. C'est donc ce qu'on appelle un suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, c'est un suffrage où finalement n'ont le droit de vote que les citoyens les plus riches. On peut dire à ce niveau-là, et on fait un lien avec le chapitre que l'on a vu sur la République romaine, mais on peut dire à ce moment-là que c'est une oligarchie. Une oligarchie, c'est un régime politique qui donne le pouvoir à une petite minorité riche. Les Amérindiens aussi. Les Amérindiens n'ont pas la citoyenneté. Les Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Alors, du coup, ils n'ont pas de droit politique et ils sont considérés comme des sauvages que l'on peut massacrer, repousser, afin que les colons puissent s'installer sur leurs terres. C'est ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. Parce que progressivement, finalement, ces États qui sont uniquement sur la côte est des États-Unis, eh bien, vont acquérir des territoires et les États-Unis vont s'étendre sur la côte est jusqu'à former les États-Unis que l'on connaît aujourd'hui. Mais ça, c'est un phénomène très long qui a pris presque un siècle et qui s'appelle la conquête de l'Ouest. Parce que comme vous le voyez, hein, à l'état de l'indépendance, les États-Unis, ce n'est que ça. Puis progressivement, ces États vont chercher à s'agrandir, hein, vous voyez qu'ils s'agrandissent là, et puis il y a même de nouveaux États qui sont créés, le Kentucky, le Tennessee, et ça c'est uniquement pour le XVIIIe siècle. Et ensuite viendront les autres, soit parce qu'ils seront conquis sur les Amérindiens, soit parce qu'ils seront rachetés. Par exemple, l'Alaska est acheté à la Russie, la Louisiane est achetée à la France, ou soit parce qu'ils seront à l'issue d'une guerre. Il y a eu notamment une guerre entre le Mexique et les États-Unis qui leur permet de récupérer le Nouveau-Mexique, la Californie, etc. Donc, voilà, beaucoup de nuances finalement dans cette république qui, certes, a le mérite de séparer les trois pouvoirs, de baser sa légitimité sur les citoyens, mais qui est quand même très inégalitaire, puisque seuls les riches ont le pouvoir et qui exclut du coup les pauvres, les femmes, les Amérindiens et les esclaves. Et enfin, vous voyez sur ce document que les États qui ont aboli l'esclavage sont les États du Nord, avec plus la Pennsylvanie, mais au contraire, les États du Sud, eux, restent esclavagistes. Voilà. Alors, maintenant, quelles conséquences a eu l'intervention française dans la naissance des États-Unis? Alors, on va voir finalement trois conséquences majeures. Une conséquence financière, une conséquence pour la politique intérieure de la France, et une conséquence, on va dire, géopolitique pour la politique extérieure de la France. Alors, la conséquence, donc là vous avez Benjamin Franklin qui était ambassadeur des États-Unis en France, très très populaire, reçu et admiré à Versailles, et c'est lui notamment qui est parvenu à décider, Louis XVI, à envoyer des troupes là-bas. Donc, clairement, il y a eu un positionnement de la monarchie française en faveur des insurgés américains. Alors,
Le premier problème, eh bien, c'est que financièrement, la France, pour financer cette expédition, eh bien, a dû s'endetter. Donc la France, tout comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, hein, elle ressort ruinée de cette guerre qui a creusé sa dette et elle ne retire aucun bénéfice parce que finalement la signature du traité elle est faite entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Donc la France a dépensé dans cette guerre, mais elle n'y a rien retiré. Elle n'y a pas gagné de territoire, elle n'y a pas gagné d'argent. Voilà, elle y a gagné l'amitié du peuple des États-Unis pour ce que ça vaut, parce que vous allez voir ensuite que les États-Unis vont complètement réorienter en plus leur politique. Donc, certes, ça a été dramatique pour la Grande-Bretagne, cette guerre d'indépendance, mais pour la France, ça l'a été aussi, puisque la France, du coup, s'est endettée, et ses emprunts, il lui faut les rembourser. Et vous voyez qu'arrivé en 1788, la moitié de ses dépenses est uniquement consacrée au remboursement des emprunts qui ont été faits pour une bonne part d'entre eux pendant la guerre d'indépendance. Si vous enlevez la dette, bien, vous voyez que finalement, la France ne se retrouverait pas en situation de déficit. Sauf que là, eh bien, comme elle doit rembourser à hauteur de 310 millions de livres sa dette, elle est en situation de déficit, un déficit de 120 millions de livres. Et donc, pour résoudre ce déficit, il lui faut s'endetter encore. Et donc, là, on est dans une spirale où vous manquez d'argent, du coup, vous endettez. Du coup, l'année d'après, vous manquez encore d'argent. Et en plus, il faut vous rembourser les prêts des années précédentes. Et donc, à nouveau, vous endettez. Et de cette façon-là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, la France est en situation de déficit, alors que ses dépenses sont supérieures à ses recettes, chronique. C'est le cas pour toutes les années. Finalement, les ministres des Finances se succèdent. Il y en a 12 entre 1775 et 1788, donc un ministre par an, et qui ne parviennent pas à inverser la tendance. Et du coup, Louis XVI se retrouve dans une impasse, et pour essayer de résoudre finalement ce déficit, il n'a d'autre choix que de convoquer les États généraux, mais ça, vous en parlerez l'année prochaine quand il s'agira de traiter de la Révolution française, puisque la convocation des États généraux est parfois considérée comme l'élément déclencheur de la Révolution française. Après, il y a le plan des idées. C'est-à-dire que, certes, les États-Unis sont opposés, pendant la guerre d'indépendance, à la Grande-Bretagne. Donc la logique en politique, c'est que l'ennemi de votre ennemi est votre ami. Et donc pour cette raison-là, la France a soutenu les rebelles américains. Mais si on regarde les régimes politiques, ils sont complètement opposés. On a d'un côté les républicains et de l'autre la monarchie absolue française. On ne peut pas faire plus différent comme régime politique. Et du coup, le problème, c'est que sur le plan des idées, eh bien, cette nouvelle république, elle va donner des idées aux penseurs français qui vont se dire, regardez, il est possible de faire une république, il est possible de séparer les pouvoirs, il est possible de fonctionner sans un roi. Et regardez Condorcet, qui deviendra par la suite un député de l'Assemblée législative durant la Révolution française. Regardez la façon dont il parle, 3 ans avant la Révolution française, de la Révolution américaine. Regardez ce qu'il dit. Il ne suffit pas que les droits du genre humain soient écrits dans les livres des philosophes. Il faut que l'homme ignorant ou faible puisse les lire dans l'exemple d'un grand peuple. L'Amérique nous a donné cet exemple. C'est exactement ce que je vous ai dit. L'idée, c'est que là, on n'est plus dans des pensées abstraites, on est dans un État qui a réussi à réaliser ce modèle politique-là et qui sert d'exemple. L'acte qui a déclaré son indépendance est une exposition simple et sublime de ces droits sacrés et si longtemps oubliés. Le spectacle d'un grand peuple où les droits de l'homme sont respectés est utile à tous les autres. Il apprend que ces droits sont partout les mêmes. Le spectacle de l'égalité, alors de l'égalité, on pourrait le nuancer quand même. Hein. Condorcet, c'est l'égalité des hommes blancs riches. Mais il ne faut pas oublier ça. Dans les penseurs des Lumières, il y a quand même du mépris pour le reste de la population. Regardez ce qu'ils disent d'ailleurs au début de son texte. Il faut que l'homme ignorant ou faible puisse le lire. Enfin, c'est quand même pas très sympa pour la populace en quelque sorte. Hein. Mais donc regardez, il dit donc le spectacle de l'égalité, même si vous, j'attends de vous, si on avait ce texte-là à commenter, eh bien, dans votre analyse, hein, il faut aussi voir les limites
les erreurs de l'auteur, et là il y en a une, hein, l'égalité, certes, il y a plus d'égalité aux États-Unis qu'en France à cette époque. Ça, c'est sûr. De là à dire qu'on a une égalité au sens strict aux États-Unis alors que c'est un État esclavagiste, c'est difficile à dire quand même. Bon, je continue. Le spectacle de l'égalité qui règne dans les États-Unis et qui en assure la paix et la prospérité peut aussi être utile à l'Europe. Nous n'y croyons plus à la vérité, que la nature ait divisé la race humaine en 3 ou 4 grands ordres. Oh, là ça clash. Là ça clash parce que la base de la monarchie absolue française, c'est que par votre naissance, vous appartenez soit au tiers état, soit à la noblesse, et par des vœux religieux, vous pouvez intégrer le clergé. Mais en gros, voilà, ces ordres, ils divisent véritablement la société française et la structure. Et là, pour lui, il n'y croit pas du tout à cette division de la société en ordre. Il est temps actuellement de se convaincre qu'une nation où règne l'égalité des droits soutiendra son gouvernement. Si elle le croit bon, le changera quand elle le croira mauvais et le corrigera lorsqu'elle le trouvera défectueux. Et donc du coup, ce sur quoi je veux appuyer, c'est l'idée que, en fait, Louis XVI, en soutenant la Révolution américaine, s'est tiré une balle dans le pied. Politiquement parlant, sur sa politique intérieure. Parce qu'il fournit un contre-exemple parfait à la monarchie absolue française. Et en plus, du coup, Benjamin Franklin, ensuite, il va être reçu en France, il va y avoir des échanges très forts, finalement, entre les dirigeants des États-Unis et les penseurs français. Et donc, du coup, elle va influencer grandement les philosophes français et ensuite ceux qui deviendront les porteurs de la Révolution française. Donc voilà, sur sa politique intérieure, finalement, l'exemple de la Révolution américaine va saper l'autorité du monarque absolu. Alors regardez justement, ils font un lien dans ce texte entre Révolution américaine et Révolution française. C'est un texte de Serge Bianchi qui est assez intéressant, que nous allons lire maintenant. La Révolution américaine constitue un événement majeur dans l'histoire, et salué comme tel dès son avènement. Première indépendance d'une colonie blanche à l'égard d'une métropole européenne, première république viable dans un grand pays, originalité d'un processus révolutionnaire entre les deux textes qui rythment la naissance de la nation américaine, la déclaration d'indépendance en 1776 et la Constitution en 1787. Peu d'événements ont provoqué autant de débats et de polémiques sur leur nature et leur influence. La Révolution américaine est-elle fille des Lumières, fille de la Révolution anglaise de 1688 ? Vous savez, c'est la glorieuse révolution qui a vu un changement de dynastie et une limitation très forte du pouvoir royal. Moi, je vous avais dit dans la première partie de ce cours que 1688, finalement, ça marquait en Grande-Bretagne la fin des tentatives absolutistes. À partir de là, la Grande-Bretagne devient définitivement une monarchie parlementaire. Mère de la Révolution française, simple processus de guerre d'indépendance. Voilà. Depuis 1789-1790, s'affrontent deux modèles explicatifs, deux historiographies, françaises et américaines, campées sur leurs certitudes et conscientes de leurs différentes. La place respective que l'autre révolution occupe dans le système scolaire et universitaire de chacun des pays est un bon révélateur de cette difficulté à communiquer sur ces moments fondateurs de la conscience nationale. Or, les deux histoires ont vocation à être comparées et à se compléter plus qu'à se diviser ou à se déchirer. La proximité dans le temps, les influences respectives, les jugements de contemporains permettent des approches suggestives, dès lors qu'on ne retient des polémiques que des apports positifs en matière d'érudition et d'acquis. Alors ça, c'est un texte compliqué parce qu'il écrit là pour d'autres historiens, en gros, pas pour des lycéens. Mais si on veut simplifier finalement ce texte, il nous dit qu'il y a deux visions aujourd'hui des historiens sur cette révolution. Pour les historiens des États-Unis, c'est la révolution américaine qui est centrale, qui est en même temps à l'origine de la révolution française, qui sert de modèle, etc. Ce qui est en partie vrai. Mais pour le modèle français, finalement, nous, on entrait plutôt à penser qu'il y a des penseurs, les penseurs des Lumières, dont la majorité sont français, qui ont influencé la Révolution américaine, qui a pu réaliser une partie de leurs idéaux,
et que cette révolution américaine, ensuite, elle a trouvé son aboutissement, sa conclusion, dans la Révolution française, qui allait beaucoup plus loin dans l'attribution des droits, puisque par exemple, sous la Terreur, en 1792, est établi le suffrage universel. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais la Révolution française est parvenue à aller jusque-là, un temps au moins. Donc voilà, forcément, on voit, et ça c'est un point intéressant que je voulais souligner avec vous, que suivant votre pays d'origine, suivant vos convictions politiques, eh bien vous avez des interprétations d'un même fait assez différentes. D'où l'intérêt de se décentrer parfois, de voir ce qui se passe ailleurs et surtout comment les gens de ces pays-là traitent de leur histoire, sans avoir toujours un esprit focalisé sur la France. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai dit dans le début de ce cours, c'est la raison à l'origine de l'indépendance des États-Unis. C'est pas Montesquieu, quoi. C'est un problème de taxes, c'est un problème économique. Et ça a débouché ensuite sur un conflit géopolitique et sur la constitution d'un nouveau régime politique. Mais voilà, ce serait grotesque de dire que ce sont uniquement les Français, ou surtout les Français, qui sont à l'origine de la République des États-Unis. Néanmoins, il faut reconnaître que la France y a joué un rôle, autant au niveau de ses penseurs qu'un rôle militaire, en y envoyant des troupes, et notamment le général Lafayette. Alors je vous ai dit du coup 3 conséquences. Donc économiquement, une conséquence négative, la France est ruinée. Sur la politique intérieure, une conséquence négative pour la monarchie absolue, parce qu'elle se trouve critiquée par l'exemple vivant de la République des États-Unis. Et troisièmement, et c'est aussi négatif, les États-Unis finalement ne se considèrent pas comme liés à la France. C'est-à-dire qu'ils sont heureux d'avoir été aidés par les Français, mais leur ligne politique, après leur indépendance, elle est isolationniste. Isolationniste, c'est-à-dire qu'ils s'isolent des autres pays du monde. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, et encore ils n'interviennent dans la Première Guerre mondiale que très tardivement, mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, les États-Unis ne sont pas intervenus dans la moindre guerre européenne. Leur idée, elle va être ensuite théorisée par un président au 19e siècle, début du 19e siècle, qui s'appelle Monroe, comme Marilyn Monroe, sauf que lui s'appelait James Monroe. Et du coup, il a créé une doctrine qui s'appelle la doctrine Monroe. Et l'idée de la doctrine Monroe, c'est les Européens s'occupent des affaires européennes, l'Amérique s'occupe des affaires américaines. Donc du coup, pour les États-Unis, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'idée fondamentale, c'est qu'il ne faut pas se faire aspirer dans les guerres européennes, il ne faut pas s'en mêler, mais en même temps, les Européens n'ont pas à s'occuper des affaires américaines. Et ça, notamment, ça explique pourquoi, durant la guerre froide, les États-Unis vont très mal interpréter l'influence de l'URSS ou d'autres puissances dans des pays d'Amérique comme Cuba par exemple. Ils considèrent que finalement l'Amérique c'est un peu leur chasse gardée, c'est eux qui s'en occupent. D'où d'ailleurs le fait qu'ils s'appellent les Américains. C'est un terme que moi je refuse d'employer parce que ce sont des, même si le terme s'emploie peu, mais ce sont des États-Uniens. Ils vivent dans les États-Unis. L'Amérique c'est un continent qui ne se réduit pas à ce seul pays, quand bien même ce serait la première puissance mondiale. Bon, bref, je ferme cette parenthèse juste pour vous montrer, là, on est dans le discours d'adieu de George Washington, quand il va quitter ses fonctions de président, et vous allez voir que, notamment, il y a dans ce testament politique la pensée isolationniste qui est « ne nous mêlons pas des affaires européennes », et donc, à partir de là, on peut dire qu'en plus, la France s'est ruinée, a formé une critique du coup contre son modèle politique en soutenant un pays qui avait un modèle politique complètement opposé et en plus ne bénéficie même pas d'alliés pour les guerres futures qu'elle pourrait mener contre les autres nations. Alors regardez ce que dit Washington. Il est nécessaire d'établir des contrôles réciproques quant à l'exercice du pouvoir politique, en le divisant et en le distribuant parmi plusieurs dépositaires, en faisant de chacun le gardien du bien commun contre des invasions conduites par les autres. Cela a été bien souligné par des expériences anciennes et modernes, certaines conduites dans notre pays et sous nos propres yeux. Si, dans l'opinion du peuple, la distribution ou l'organisation des pouvoirs semble particulièrement mauvaise, qu'on les corrige par un amendement, comme la Constitution le permet. Développer les institutions visant à diffuser la connaissance,
plus un gouvernement donne de poids à l'opinion publique, plus il est essentiel que cette opinion publique soit éclairée. Ça, c'est très juste. C'est très très juste. C'est-à-dire que le grand danger, et je vais peut-être vous en parler tout à l'heure, mais le grand danger d'une démocratie, c'est l'ignorance. Parce que la démocratie, elle donne le pouvoir aux citoyens. Mais si les citoyens se laissent influencer, si les citoyens sont idiots, ne veulent pas faire l'effort de se créer un esprit critique, eh bien cette démocratie, elle a peu d'avenir. La démocratie, c'est un système qui est fragile parce qu'il dépend de l'engagement et de l'intelligence de chacun de ses citoyens. La grande règle de conduite que nous devons observer vis-à-vis des pays étrangers consiste à étendre nos relations commerciales, mais à avoir le moins de liens politiques possible avec eux. Faire du commerce avec les autres nations, mais pas de liens politiques. L'Europe a de nombreux intérêts que nous ne partageons pas ou très peu. Elle est engagée dans de nombreux conflits dont les causes ne nous concernent pas. Il semble donc par conséquent très peu sage de nous impliquer par des liens artificiels dans les vicissitudes de sa politique, dans les combinaisons et les affrontements de ses amitiés et de ses rivalités. Notre situation, éloignée et distance, nous invite et nous permet de suivre un autre chemin. Notre vraie politique est de rester détaché de toute alliance permanente avec quelque partie du monde que ce soit. Donc voilà, George Washington insiste très clairement dans la fin de ce discours sur l'idée qu'il ne faut pas se lier trop avec les pays d'Europe. Et donc finalement, on ne peut pas dire que les États-Unis sont un véritable allié politique de la France. Surtout qu'en plus, commercialement parlant, en fait, ils vont rester très, très liés avec la Grande-Bretagne, pays avec lequel, jusqu'à aujourd'hui, ils prétendent encore avoir une relation spéciale. Donc, pour résumer ce qui s'est dit aujourd'hui, on peut dire que pour des raisons politiques et surtout économiques, les colonies des États-Unis d'Amérique déclarent leur indépendance en 1776. Ils sont aidés par la France et remportent la guerre en 1783. C'est le traité de Paris. Leur constitution de 1787 garantit la séparation des pouvoirs. Cependant, de nombreuses couches de la population, femmes, esclaves, amérindiens, pauvres, sont exclues de ce régime politique. Enfin, la France est économiquement affaiblie par son rôle joué aux côtés des insurgés, l'absolutisme s'en retrouve contesté, et les États-Unis, en plus, ne se considèrent pas comme des alliés naturels des Français. Donc, une sorte de triple échec pour ce qui relève de la France. Alors, si je me suis permis d'insister sur les impacts sur la France, alors que ce chapitre parle du modèle britannique, c'est parce que c'est le modèle britannique et son influence. Donc, et son influence ensuite sur les États-Unis et puis sur la France, parce que moi, là, en fait, je crée un pont entre ce que l'on voit aujourd'hui en seconde et ce que vous verrez l'année prochaine en première, où là, vous verrez vraiment l'histoire politique française et notamment cet événement incroyable que fut la Révolution de 1789. Alors maintenant, pour résumer dans les très grandes lignes la totalité de ce chapitre, on peut dire que les tentatives absolutisme du XVIIe siècle échouent en Grande-Bretagne, avec cette date de 1688, la Glorieuse Révolution, qui finalement instaure une monarchie parlementaire et où le pouvoir royal s'en trouve durablement affaibli. On peut dire que le XVIIIe siècle se caractérise par une monarchie parlementaire qui voit le triomphe de la bourgeoisie. C'est eux qui arrivent à avoir le contrôle de la Chambre des communes et qui exercent le pouvoir politique et économique, même si la noblesse reste quand même assez présente. Et enfin, les États-Unis parviennent suite à une guerre d'indépendance à s'émanciper de la tutelle britannique et fondent un nouveau régime politique, la République. Donc, si on regarde ces trois modèles, on a finalement le modèle absolutiste français, où le roi est au centre et le roi nomme ceux qui exercent les différents pouvoirs, et tous ces pouvoirs proviennent de sa personne. Vous avez le système britannique où certes le roi a le pouvoir exécutif, il a la possibilité de dissoudre la Chambre des communes, mais parallèlement c'est le Parlement qui contrôle les finances et qui va délier les cordons de la bourse, c'est-à-dire permettre au roi de lever une armée, etc. Donc on voit que ces pouvoirs législatifs et exécutifs
se contrôlent l'un et l'autre, et que la base du pouvoir législatif, c'est les riches. Et ils disent la nation, mais bon, les riches surtout, puisque le suffrage est censitaire. Et en fait, la Constitution américaine, avec les trois pouvoirs, judiciaire, exécutif, législatif, qui sont séparés, et le fait que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dépendent directement des propriétaires, donc là aussi un suffrage censitaire, qui les élise, et le pouvoir judiciaire, lui, a un lien un petit peu particulier finalement au pouvoir exécutif, puisque le juge de la Cour suprême est nommé par le président. Donc certes, il le contrôle, mais il est nommé par le président. Bon, par contre, ce qu'il y a, c'est que généralement, son mandat est plus long que celui du président. Donc, d'un mandat sur l'autre, la Cour suprême peut poser des problèmes au président. Mais là, si on voit comment le pouvoir s'exerce aujourd'hui aux États-Unis, finalement, comme le président Trump a nommé un juge de la Cour suprême qui lui est entièrement dévoué, et comme il contrôle le Sénat, en fait, il fait à peu près ce qu'il veut. Il n'y a que la Chambre des représentants qui est passée sous contrôle démocrate qui peut un peu lui mettre des bâtons dans les roues. Mais même aux États-Unis, on ne peut pas dire que ces trois pouvoirs soient complètement séparés, surtout dans l'exercice qu'en fait actuellement Donald Trump.